Comment est-ce que l'on pourrait passer d'une intelligence artificielle faible à une intelligence artificielle forte? Aujourd'hui, la plupart de nos intelligences artificielles sont dites faibles, c'est-à-dire qu'elles sont capables de résoudre seulement une tâche donnée, soit, ou une distribution de tâches provenant de la même distribution. Ainsi, du coup, nos IA ne sont capables de résoudre qu'un seul type de problème et non pas plusieurs problèmes tels que l'homme est capable de le faire. Donc la question c'est comment est-ce que l'on peut passer de ces IA capables de résoudre seulement une tâche donnée à des IA capables de résoudre une grande variété de tâches telles que l'humain peut le faire. Aujourd'hui, nos intelligences se basent sur la simulation de neurones, c'est-à-dire qu'on crée la base de nos programmes de ce qu'on appelle deep learning, se base sur la simulation de neurones. On a un neurone artificiel qui essaye de reproduire plus ou moins le fonctionnement d'un neurone biologique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsque on regarde le cerveau, il y a énormément de choses que l'on ne connaît pas à son sujet. On n'est pas réellement capable de pouvoir cibler les parties qui créent l'intelligence et qui la font émerger. Et ça, du coup, même si on était capable de comprendre d'où cette intelligence émergeait dans le cerveau, il ne serait pas forcément dit que l'on soit capable de réutiliser cette connaissance pour pouvoir l'appliquer à un réseau de neurones artificiels. En tout cas, quoi qu'il en soit, la compréhension du cerveau était déjà une étape clé pour pouvoir comprendre d'où vient l'intelligence et comment passer aujourd'hui des IA faibles vers une IA générale. Par exemple, aujourd'hui, il y a un problème qui persiste aujourd'hui dans l'intelligence artificielle et tout notamment dans l'apprentissage par réenforcement, qui est un sous-catégorie de l'intelligence artificielle qui est vraiment émergent et qui produit de merveilleux résultats, comme par exemple AlphaGo ou Dota 2 récemment, où des champions du monde à des jeux ont été battus par des IA. Et donc même en fait finalement sur des catégories d'intelligence artificielle telles que celle-ci, donc telles que l'apprentissage par réenforcement, qui se base également sur des réseaux de neurones pour pouvoir comprendre le monde, même sur ce genre d'IA, on a toujours des problèmes qui persistent tels que le Credit Assignment Problems. Le Credit Assignment Problems, c'est un problème qui est dû à comment est-ce qu'on fait pour pouvoir associer une action à sa conséquence. Lorsqu'on est sur une période vraiment courte, il est assez facile de pouvoir créer l'association, c'est-à-dire que si je me mets une claque, j'ai directement compris que la conséquence de mon mal-être venait de l'action de me mettre une claque. Et du coup, ainsi, là, c'est forcément assez facile de le faire sur une courte période donnée. L'humain le fait très bien sur des courtes périodes, mais est également capable de le faire sur de très très longues périodes. On est capable de mesurer l'impact de nos actions sur une longue période. Et ainsi, on est capable de savoir que si on prend une action à l'instant T, peut-être qu'elle aura une répercussion à l'instant T plus 1000. Or, dans le cas d'une intelligence artificielle, c'est très compliqué pour elle de se rendre compte de la portée de ses actions. Prenons un agent que l'on met dans un environnement. Le but de cet agent sera de pouvoir atteindre une porte, ce qui est très très loin dans l'environnement. L'agent va devoir marcher et se balader dans l'environnement afin d'atteindre cette porte. Dans l'environnement, il y a également des objets que l'agent peut ramasser. Il y aura par exemple des bouteilles d'eau, des couverts, des pommes, des poires et à un moment donné une clé. L'agent n'a aucune connaissance de l'environnement, il ne sait pas comment évoluer dans cet environnement, du coup il va prendre des actions, il va tester des choses, tester des actions. De manière aléatoire, il va à un moment donné prendre une clé avec lui. Et encore une fois, de manière aléatoire, il finira peut-être par trouver une porte et il se servira de la clé pour ouvrir cette porte. En tant qu'humain, on sera forcément capable de pouvoir associer le concept de clé au concept de porte et de mesurer le fait que la clé que l'on avait récupérée il y a 500 steps en arrière, c'est en réalité la conséquence de l'ouverture de la porte. Or, dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, si on prend ce même agent et que l'on le remet dans l'environnement, il n'aura pas forcément compris que c'était la clé qui a été la clé du succès pour pouvoir ouvrir la porte. Et ça, c'est un problème qui persiste, c'est-à-dire qu'on est capable, en intelligence artificielle, de mesurer, de créer ce lien entre les actions et les conséquences sur des courtes périodes, mais non pas sur des longues périodes. Une manière aujourd'hui de stocker cette information dans une intelligence artificielle, c'est de ne pas utiliser des simples réseaux de neurones, mais d'utiliser des réseaux de neurones récurrents. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre simplement une entrée et une sortie, et de produire une sortie, ce réseau de neurones-là sera capable de prendre en compte le temps. On appelle ça des réseaux de neurones récurrents, c'est-à-dire qu'on ajoute une dimension de temps, et ainsi, le réseau de neurones est capable, au fur et à mesure que le temps s'écoule, de transmettre de l'information et de garder de l'information avec soi. Il y a même des réseaux qui sont capables de pouvoir stocker de l'information dans une mémoire tampon à côté, et qui pourrait faire penser à la manière dont le cerveau fonctionne, c'est-à-dire à stocker de l'information dans une mémoire plus profonde.
Mais même sur ce genre de réseau-là, il n'est toujours pas garanti de pouvoir créer efficacement des associations entre les actions et les conséquences. Et tant qu'on ne sera pas capable de lever cette limitation sur l'association des actions et des conséquences sur une longue période, les IA resteront limitées. Alors dans le cas de Dota 2, on pourrait penser qu'en effet l'IA est capable de pouvoir faire de la planification, c'est-à-dire qu'on peut se dire que pour jouer à un jeu tel que Dota 2 qui demande de la stratégie, il faudrait prendre des actions et être en mesure de comprendre que l'action que je prends à un instant T a des répercussions sur le jeu dans 10 minutes. Mais en réalité, et c'est pour ça d'ailleurs que OpenAI a utilisé des réseaux de neurones récurrents qui sont capables de transmettre énormément d'informations sur le temps. Mais là encore, même sur ce genre de scénario, on peut se demander si en réalité l'IA n'a pas trouvé une manière de jouer qui finalement se résume à prendre de très bonnes actions sur des très courtes périodes de temps au lieu de simplement faire de la planification. Et ce qu'on pourrait penser nous être de la planification serait en réalité simplement une succession de très bonnes actions sur des courtes périodes de temps. En début de vidéo, je disais que les IA d'aujourd'hui étaient des IA faibles, c'est-à-dire qu'elles traitaient simplement une seule tâche. Et ça, c'est encore une fois un autre souci. C'est qu'on crée énormément d'IA aujourd'hui qui sont capables de reconnaître du son, de pouvoir comprendre du texte, de pouvoir générer des images, comprendre des données, faire de la prédiction. Mais ces IA sont seulement capables de traiter un type d'information, une seule type de distribution. L'homme, de son côté, lui, traite énormément d'informations à la fois et est capable de faire des corrélations entre plusieurs distributions de données, et ça de manière très efficace, ce qu'une IA n'est pas capable de faire. Aujourd'hui, nous avons des IA capables de comprendre du texte et de lire du texte. Et aujourd'hui, on demande du coup à ces IA d'essayer de comprendre le texte qu'elles sont en train de lire. Et d'ailleurs, elles commencent à y arriver, c'est-à-dire qu'elles sont capables de créer des représentations vectorielles des mots, c'est-à-dire que quand une IA lit un texte, elle est capable, pour chaque entité, et du coup ici dans un texte, les entités c'est les mots, de pouvoir assigner à ce mot un vecteur qui soit capable de représenter ce mot. Et du coup, en utilisant ces vecteurs, on est d'ailleurs capable de faire des associations très belles, telles que par exemple roi moins homme plus femme est égal à reine. Donc c'est forcément une très belle association, et du coup ça montre que l'IA commence à comprendre le texte, mais pouvons-nous réellement comprendre du texte simplement en le lisant ? C'est-à-dire si nous aujourd'hui en tant qu'humains on est capable de donner un sens à du texte, c'est justement parce qu'on est capable non pas de simplement de donner un sens à ce texte, mais aussi de faire de l'association entre ce qu'il y a dans le texte et la réalité. Du coup, en donnant simplement du texte à comprendre à une IA, finalement, on ne lui donne que la moitié du problème, que même peut-être un dixième du problème, puisqu'elle sera seulement capable de se référer à du texte pour essayer de le comprendre. Or, si nous sommes capables, en tant qu'humains, de comprendre du texte, c'est parce que nous créons toutes ces associations à côté. Il y a donc une priorité à créer des intelligences qui soient capables de pouvoir gérer tous les domaines à la fois, plutôt que des IA qui soient seulement spécifiques à un seul domaine. Il y a un domaine de l'intelligence artificielle qui est très intéressant à explorer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du meta-learning. Le meta-learning, c'est en quelque sorte comme apprendre à apprendre. Donc, par exemple, ça prend une intelligence artificielle et ça la fait apprendre plein de tâches dans un domaine précis. Et ainsi, directement, après, l'IA sera capable de pouvoir apprendre en un seul coup, voire un ou deux coups, une nouvelle tâche dans ce domaine précis. Le problème, c'est qu'encore une fois, ça reste finalement sur une distribution de tâches données. Si par exemple, vous avez le problème pourrait par exemple représenter un bras articulé dont le but est de manipuler des objets. Finalement, du coup, il y a énormément de tâches possibles pour cet objet. Et du coup, on pourrait utiliser du meta-learning pour pouvoir faire en sorte que le bras soit capable d'apprendre une nouvelle tâche et de réaliser un nouveau mouvement directement, instinctivement, seulement avec un seul essai. Mais encore une fois, le meta-learning ici reste finalement soumis à la loi de distribution de l'environnement dans lequel il évolue. Il ne serait pas finalement capable de pouvoir réutiliser les connaissances acquises dans ces environnements pour ensuite réutiliser les mêmes connaissances dans un autre environnement. Et ça, c'est encore une fois problématique. On a donc des IA aujourd'hui qui sont capables de pouvoir créer du sens facilement et rapidement d'une même distribution pour une nouvelle tâche donnée, mais réutiliser les connaissances et faire du cross-domaine et pour pouvoir utiliser la compréhension d'une distribution donnée pour la réutiliser sur une nouvelle distribution de données, là ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a également un autre obstacle à résoudre dans les réseaux de neurones actuels, c'est leur capacité à oublier l'information. Si vous prenez un réseau de neurones qui a appris à manipuler des cubes et des triangles, et que vous lui donnez une hache, et que vous l'entraînez du coup sur cette hache pour pouvoir manipuler cette hache. La hache du coup a des composantes, a un poids qui est différent d'un cube et d'un triangle. Du coup,
À force de l'entraîner sur la hache, si vous ne continuez pas à l'entraîner sur le carré et le triangle, finalement le réseau aura oublié le concept de carré et triangle et sera à présent seulement capable de manipuler une hache. Pour résoudre ce problème, il faudrait encore une fois stocker l'information de manière beaucoup plus intelligente. En fait, l'information aujourd'hui est stockée directement dans le réseau de neurones en lui-même. Or, peut-être que l'information se doit d'être stockée différemment. J'en parlais déjà dans le début de la vidéo, mais finalement, même avec des concepts comme celui-ci, on n'est toujours pas capable de pouvoir résoudre ce problème. Je pointe quand même sur cette ressource qui émet des solutions justement pour éviter ce problème-là. Je pourrais finalement passer énormément de temps à énumérer tous les problèmes qui se posent aujourd'hui en deep learning, mais finalement, le deep learning reste quand même un outil merveilleux pour faire du task spécifique, c'est-à-dire pour résoudre seulement des problèmes donnés. Et le deep learning s'est avéré être un des meilleurs outils en fait, de notre siècle pour pouvoir résoudre ce genre de problème-là. Mais peut-être que le deep learning n'est finalement qu'un outil pour faire une tâche donnée. Et peut-être que nous devons aujourd'hui inventer de nouveaux outils, de nouveaux frameworks d'entraînement pour pouvoir créer des nouvelles intelligences qui peut-être nous mèneront vers une intelligence artificielle générale.